s'il y a des questions en provenance de la presse, eh bien, nous essayons d'y répondre. Ce congrès est l'occasion de vous rencontrer à d'autres occasions. Voilà, quel est un petit peu le lien que vous avez entre vous? Alors, on se rencontre une fois par an. Ce congrès a lieu au niveau mondial une fois par an. On a quand même fait des chapitres asiatiques et européens, en plus des chapitres russes et américains qui existent, où on se rencontre aussi une deuxième fois au niveau européen. On va se rencontrer bientôt en Roumanie et en Angleterre pour célébrer les anniversaires des astronautes. Et nos relations sont des relations amicales et de travail. Familial, vous voulez dire François Hitt, rédacteur en chef du magazine Explorer. Je suis là. Une question sur le contenu interne, on va dire, de votre congrès, Monsieur Tonini. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Des projets futurs, donc éventuellement de l'exploration d'astéroïdes. Il n'y a pas une vision très claire de ce qu'est le vol habité aujourd'hui. La Russie ne va pas très bien. Du côté des États-Unis, on ne connaît pas très bien les objectifs. Est-ce qu'on va aller vers la Lune ou pas? La Chine a un programme très spécifique qu'elle mène à son rythme. Est-ce que vos réunions ont aussi pour objet de définir une vision de ce que pourrait être le vol habité et, in fine, de peser d'une certaine manière sur les décisions des agences et des gouvernements, puisque, in fine, ce sont les gouvernements qui sont responsables de ces choix? Donc, dans cette semaine de réunion entre astronautes, on va parler des débriefings des vols passés, mais on a aussi des sessions de technique qu'on appelle sur les projets futurs. Les projets futurs englobent plusieurs choses. L'année dernière, on a eu des présentations sur les lanceurs du futur, sur des missions sur les astéroïdes, sur les missions sur Mars, sur les missions lunaires, sur les futurs vaisseaux spatiaux américains et russes. Quand vous dites que l'espace va mal, moi je pense qu'au contraire, l'espace va très très bien, puisque cette station spatiale qui était quelque chose qui était vraiment très compliqué à faire au départ, a réussi à être faite en coopération entre les Russes et les Américains, en management transversal, c'est-à-dire il n'y avait pas de chef entre les Russes et les Américains. Ça a quand même fonctionné. Tous les éléments ont été faits dans tous les endroits de la planète et tout a fonctionné. On n'a pas eu de panne majeure sur la Station spatiale internationale. Et encore aujourd'hui, malgré les problèmes politiques, on arrive à faire voler les cosmonautes russes et les cosmonautes américains ensemble. Les Américains décollent sur le Soyouz. La vision future, c'est vrai qu'aujourd'hui, elle n'est pas très très claire, pour des raisons plus, disons, politiques ou économiques. Il y a plusieurs objectifs que je répète souvent dans mes conférences. Il y a le village international sur la Lune, il y a la mission sur Mars, il y a la mission vers les astéroïdes, il y a aussi les plateformes spatiales solaires. Aujourd'hui, on n'a pas encore bien défini. Mais il est évident que tant qu'on n'a pas défini notre objectif futur, il est très important de continuer les vols dans l'espace d'une façon économique. C'est ce que nous faisons dans cette station internationale. Et de là, on peut faire des opérations régulièrement et quotidiennement pour être prêt à faire une mission qui n'a pas encore été identifiée aujourd'hui. Je peux juste rajouter pour l'aspect économique, ça représente de l'ordre de 1 euro par an par habitant pour les 10 pays parmi les 22 de l'ESA qui contribuent au vol habité qui est aujourd'hui dans le cadre du partenariat de l'ISS. Je vais aussi vous donner une information. Notre association est un membre observateur du comité de l'Organisation des Nations Unies pour les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique. Notre association est devenue membre de ce comité très important. C'est le seul comité de l'Organisation Unie qui s'occupe spécifiquement avec l'espace. Il est devenu en 1993. Cette année, j'ai proposé au nom de l'association une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU pour reconnaître le jour d'astéroïdes, Asteroid Day. C'est le 30 juin, c'est le jour quand, en 1908, un astéroïde grand est tombé en Sibérie, à Tungusk. Ce jour va promouvoir l'éducation, l'information de la population sur les astéroïdes, va organiser aussi des événements culturels, seulement pour faire la population de comprendre qu'est-ce que c'est le danger d'astéroïdes et comment on peut
éviter l'impact d'astéroïdes avec une très haute technologie. Et cette décision de l'Assemblée générale de l'ONU va être prise. Oh, je m'excuse, j'ai appris le français il y a 45 années à l'école, oui. Et a été prise en octobre cette année. C'est une action de l'Association des explorateurs de l'espace. Bien sûr, en conjonction avec des autres organisations internationales qui ont promu l'activité, le mouvement de l'astéroïde Day. Ouais, merci. Le temps passé a été un problème pour moi. Bonsoir. Bonsoir. Anne Lévin, l'AFP. Je voulais juste, j'avais 2 petites questions chiffrées. Vous avez parlé de 400 personnes, puis de 546. Combien vous êtes, en fait Voilà. Bah, dans l'espace, j'allais dire 400 et 546 sont la même chose, parce qu'il faut compenser avec le facteur G. Alors, plus sérieusement, nous sommes 546 astronautes à avoir fait un tour dans l'espace. Et dans l'association Space Explorer, nous ne sommes que 400. Ce n'est pas limité, mais c'est une association où les gens sont libres de s'inscrire ou pas. On n'est pas obligé d'en faire partie. D'accord. Deuxième question, le premier congrès en 85. Là, vous dites que c'est le 30e, mais qu'est-ce qui s'est passé entre... On a eu un congrès tous les ans dans chaque pays du monde depuis 85. Ils ont été 3 ans quand nous n'avons pas de congrès. Ils ont été proposés une fois en Italie, et dans le dernier moment, à cause des changements politiques, ils n'ont pas eu des agents pour organiser le congrès, et puis 2 fois en Russie. C'est pour ça que l'association a été formée en 85, et nous avons le 30e congrès en 2017. Et vous trouverez la liste dans le dossier de presse, justement, des pays qui ont été visités par l'association pour le congrès. D'accord, très bien, merci. Vous avez commencé à ébaucher des thèmes et des choses qui vont être discutées précisément. Est-ce que vous pourriez approfondir un petit peu astéroïdes, Mars, Lune, etc. Est-ce qu'on peut en savoir plus On a fait aujourd'hui le schéma de la semaine. C'est la première réunion que nous faisions tous ensemble. Donc on a décidé de la semaine et des jours où nous irons parler dans les écoles, des jours où nous aurons des réunions entre nous, des réunions techniques. On n'est pas sûr que ce soit uniquement Toulouse ou Toulouse et Paris, mais enfin pratiquement sûr que ce soit uniquement Toulouse. Mais on n'a pas encore rentré les détails dans chacune des cases. On va tout mettre en place bientôt. Vous inquiétez pas. D'accord. On est juste à 1 an et demi encore. Hein. Donc, ce qu'on tenait surtout, c'était de lancer la communication de ce congrès. Il se tient en septembre 2017. Donc, on va avoir un prochain comité de pilotage en juillet. Prochaine étape, c'est le congrès 2016 qui va se tenir à Vienne, où donc, effectivement, le thème va être abordé, le programme, etc. Et les invitations, cette fois, aux astronautes de venir en 2017, donc à la Cité de l'Espace, à Toulouse. Et puis ensuite, on aura un autre comité de pilotage au printemps, sans doute, et une revue, ce qu'on appelle une revue, vers le mois de mars, Philippe, c'est ça, de mémoire, ou, en gros 6 mois avant, une revue où tout le comité exécutif de l'association, là, au niveau international, vient à Toulouse, va faire la revue aussi bien logistique, les hôtels, les transports, etc. Et puis, bien sûr, le lieu, les contenus, comment ça se passe, les sessions, etc. Voilà. Donc, la question, on l'a tous bien en tête, la réponse est un tout petit peu prématurée. Et peut-être, moi, je souhaitais rajouter une chose. Vous avez dit que ces astronautes, bon, effectivement, ont des sessions de travail interne, et puis ces community days, on va dans les écoles et dans ces lieux. Mais je pense aussi que sera organisé, c'était le cas dans le précédent congrès, des visites dans des lieux symboliques, économiques de votre ville de Toulouse et de la région. Et ça, c'est important à dire, parce que ce soit de voir arriver un groupe de 10, 15 astronautes de nationalités différentes à qui vous allez présenter un petit peu justement ces richesses, ces innovations, ce qui se fait. Je pense que là aussi, ça aura un impact
local, régional important. Et il faut savoir que c'est pensé dans l'organisation. Je suis presque sûr que nous pourrions établir un record de participation des cosmonautes et des astronautes ici. Jamais nous avons eu plus de 100 cosmonautes et astronautes participant au congrès. Mais ici à Toulouse, si vous avez des ressources, on peut inviter plus que 100. Plus que 100. Si vous deviez, si aujourd'hui on vous proposait une nouvelle mission spatiale, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous propose? Qu'est-ce que vous feriez les uns les autres? Toutes les missions sont bonnes. Je pense que si on pose la question à tous les astronautes qui sont là aujourd'hui, tous repartiraient demain ou après-demain. Toutes les missions, une mission ISS, bien sûr aujourd'hui de toute façon les missions c'est la station spatiale, donc on partirait tous pour une mission sur la station. Je ne pense pas que quelqu'un dirait non à une mission sur la station spatiale. On lui proposerait dans les même mois. Quand Jean-Pierre Régnieret qui est là, a passé 6 mois. C'est celui qui est le Français ayant passé le plus de temps dans l'espace. C'est bien ça. Même après 6 mois. J'aimerais bien passer une petite semaine sur la Lune. Sympa, hein? Oh, du côté caché. Bonsoir, j'ai une double question. Est-ce que dans votre association, il y a des astronautes qui sont maintenant passés du côté privé? Et est-ce que vous parlez dans vos réunions des opérateurs privés qui s'annoncent avec les lanceurs, les projets style d'hôtels spatiaux, genre de choses, ou les nouvelles propulsions? Voilà. Nous ne faisons pas différence entre les astronautes qui ont volé privé ou public, gouvernemental. Nous avons des membres qui ont volé privé, qui ont payé pour voler dans l'espace. Les membres de notre association peuvent être des gens qui ont fait un tour complet autour de la Terre au bord d'un vaisseau spatial, soit-il privé ou public. Les astronautes qui étaient NASA, qui sont passés privés, viennent également à ce congrès et nous parlent de leurs projets dont ils sont responsables, bien sûr. Ça arrive. C'est peut-être un secret industriel? Non. Non, ce sont des projets futuristes, mais pas forcément de secret industriel. On parle, par exemple, on a parlé l'année dernière à Stockholm des lanceurs privés, l'aspect d'arriver à l'espace de façon commerciale avec des lanceurs type SpaceX, avec des capsules privées. Tous ces moyens sont bien sûr expliqués. Et on a su, par exemple, qu'il y a des astronautes qui ont quitté la NASA pour devenir des astronautes privés dans des sociétés comme SpaceX. On essaie d'opposer les uns aux autres. Je crois que pour donner une image plus réelle de ce qui est en train de se passer, puisqu'il y a effectivement l'entrée du domaine privé dans l'espace, le premier vol de X-Prize qui était dans les années 2004, qui a permis à une entreprise privée, alors quand on parle d'entreprise, c'est une PME, c'est 200 personnes, qui s'appelle Scale Composite, d'envoyer un astronaute privé, quelqu'un qui n'a jamais été un astronaute officiel des agences, dans l'espace avec des budgets privés, puisqu'il s'agissait en particulier de l'argent de Paul Allen, numéro 2 de Microsoft à l'époque, 80 millions de dollars. Donc c'est un phénomène qui est en train de se développer aujourd'hui, comme si vous revenez au temps de l'aviation. On a commencé par des avions militaires, des avions faits par des sociétés comme Farman, Blériot, etc., voisins. Et puis, au fur et à mesure, après la guerre 14-18, eh bien, ces pilotes qui avaient été démobilisés se trouvaient un peu démunis d'activités. Enfin, ils voulaient continuer à voler et il fallait bien payer leur vol. Donc, ils ont commencé à faire voler pour payer leurs aventures des gens un petit peu riches, des barons, des baronnes, j'ai pas les noms en tête, mais si vous regardez l'histoire. Et aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs catégories de pilotes. Vous avez les pilotes d'essai, vous avez des pilotes d'essai ici à Airbus. Vous avez les pilotes de ligne, les pilotes d'Air France et autres compagnies. Et puis, vous avez des passagers. Eh bien, finalement, ce qui se passe dans l'espace, c'est à peu près la même chose. Il y aura plusieurs couches, plusieurs strates de gens
qu'on appellera astronautes qui vont dans l'espace. Il y a ceux comme ceux qu'on représente aujourd'hui, bien qu'on soit à la retraite maintenant un peu quelque part, mais que Thomas Pesquet représente et qui sont les astronautes institutionnels qui appartiennent aux agences, l'Agence spatiale européenne en ce qui concerne l'Europe, et qui ont peut-être vocation d'être des pionniers. Les pionniers vont à la frontière. Hein. Tout à l'heure, on parlait des vols. Quels vols pour l'avenir? La frontière, pour l'instant, elle est à la Lune. Hein. Donc, c'est bien sûr continuer en orbite terrestre, mais aller sur la Lune et surtout sur Mars dans moins de 30 ans, on espère. Donc, vous avez les astronautes institutionnels. Vous aurez des astronautes professionnels en parallèle, comme les pilotes de ligne, qui vont mettre en œuvre les véhicules orbitaux ou suborbitaux privés des compagnies, puis vous aurez les aventuriers, et puis peut-être après, je sais pas, peut-être qu'on fera des camps de vacances sur la Lune et qu'il y aura des passagers. Bon. Mais donc il n'y a pas d'opposition. Voilà, j'ai trahi mes pensées. C'est ce que j'attends avec impatience. Et tout ça pour dire qu'on n'oppose pas les uns aux autres, c'est une continuité, c'est quelque chose qui est une évolution tout à fait normale, et ça ne rabaisse pas le métier. C'est pas parce qu'il y a des passagers dans les avions que les pilotes d'essai n'ont pas un métier très technique et très noble. Ça n'a rien à voir. Très bien. Allez, vite, la dernière question. Dernière, je vais très vite. Quelle est l'importance de la représentation chinoise dans votre association, et est-ce qu'ils communiquent volontiers sur leurs projets? Je pense que c'est hyper important d'avoir les Chinois avec nous parce que c'est quand même une agence spatiale qui a fait ses preuves depuis pas mal d'années et qui aura certainement une station spatiale chinoise dans peu de temps et qui seront certainement les premiers à aller sur la Lune. Donc c'est important de les avoir. C'est peut-être le seul forum que je connaisse où on a également les Américains et les Chinois ensemble. Et je tiens à signaler que dans cette association, nous avons eu le premier astronaute chinois, le premier taïkonaute, Lang Liwei, qui a été membre du Comdex, enfin du comité directeur, pendant 1 an, avant de partir, bien sûr, et qui a travaillé dans l'association avec nous. Donc c'est important d'avoir eu ce congrès, d'avoir les Chinois avec nous. Les Chinois nous ont invités au congrès en Chine. On a été reçus comme des rois, on peut dire. Ils nous ont montré leur centre, comme des empereurs. Ils nous ont montré le centre spatial chinois, qui ressemble un peu à la Cité des Étoiles de Moscou. On a vu toutes les installations, on a vu tous leurs projets, et c'était vraiment extrêmement intéressant d'être chez eux. Donc maintenant, on a quand même des bonnes relations avec eux. Nous avons aujourd'hui des astronautes européens qui font de l'entraînement au centre spatial chinois et vice-versa. Et il est certain que dans quelques années, on aura certainement un astronaute européen qui fera un vol sur un véhicule chinois. Et en regardant la liste des inscrits, des présents, il y a 2 femmes chinoises. Elles sont parties. D'accord, voilà, même avec le prix de la meilleure présentation. Ouais. Donc il y en a 2 sur les 60. Ouais. On aurait dû faire cette conférence de presse le 8 mars. Hein, enfin bon, l'esprit du 8 mars soufflait sur elle. Je voulais vous remercier. Permettez-moi d'abord de remercier les astronautes qui sont là. C'est vrai que quand on a des astronautes sous la main, on pourrait passer des heures à leur poser des questions. Ça ne finirait jamais tellement ce qu'ils représentent est fascinant. Je voulais, pour terminer, avant de vous inviter à un pot amical, vous livrer une citation d'un astronaute syrien, Mohamed Ahmed Faris. Il disait « Je voyais la Terre depuis l'espace, si belle depuis qu'avaient disparu les cicatrices des frontières nationales. » Sur ce, je vous remercie.